Michael Saylor, ce génie milliardaire de la finance, a encore une fois fait parler de lui. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, sa société détient près de 60 milliards de dollars en Bitcoin, ce qui en fait le troisième plus gros détenteur après Satoshi Nakamoto lui-même et BlackRock. Saylor a très récemment donné une interview comptabilisant plusieurs centaines de milliers de vues et dans laquelle il fait des révélations extrêmement intéressantes. Prédiction réaliste des capitaux à venir sur le marché crypto, Bitcoin comme nouveau standard monétaire, le développement de l'intelligence artificielle qui pourrait considérablement bénéficier au marché crypto et même des conseils clés actionnables pour un investisseur particulier qui aimerait changer sa vie financière. Bref, des sujets passionnants, énormément de valeur dans cette interview. Et si comme moi t'es aussi très exposé aux altcoins, t'as tout intérêt aussi à rester concentré sur la vidéo parce que ça nous concerne aussi pleinement. J'ai donc sélectionné les moments les plus puissants et pertinents de l'interview, je les ai traduits en français et je commenterai pour ajouter un petit peu de contexte et certaines précisions sur ses propos. Bref, programme chargé dans la vidéo du jour et juste avant de commencer, comme d'habitude pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, n'oubliez pas de le faire, ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos et d'être tenu informé dès qu'une prochaine sortira. Et d'autant plus si vous aimez ce nouveau concept, je pourrais vous en sortir d'autres. Trêve de blabla, entrons dans le vif du sujet, place à Michael Saylor, c'est parti. On rentre directement dans le vif du sujet avec la première question de l'intervieweur qui est clairement capitale et qui va diriger un petit peu la suite de l'interview. Il demande à Michael Saylor pourquoi cette stratégie de 100% Bitcoin. Parce que oui, la particularité de cet investisseur milliardaire est qu'il n'achète uniquement le leader du marché, le Bitcoin, et il explique donc très clairement pourquoi dans ce passage. Eh bien, le Bitcoin est la seule commodité numérique. Et si tu veux être une entreprise cotée en bourse, alors tu dois être capitalisé sur une commodité. Et le Bitcoin est la première commodité dans l'histoire du monde qui surperforme l'indice S&P de manière constante. Donc si tu es une entreprise cotée, c'est un choix très simple. Il y a un meilleur actif. Et il n'y a pas de deuxième meilleur actif. Bon alors, réagissons déjà à cette première partie de réponse. Il nous répète sa phrase fétiche, donc « There is no second best », il n'y a pas de deuxième meilleur crypto que Bitcoin. Mais ce qui est pour moi extrêmement important de relever dans ce passage est qu'il précise bien que si on est une entité, donc une entreprise, et ne parle pas dans ce cas-là de l'investisseur particulier. On va voir un petit peu par la suite parce qu'il développe ce point clé, mais c'est quand même un élément qui est important de relever. Écoutons donc la suite de sa réponse à cette même question pour voir s'il apporte un petit peu plus de contexte. Je suis ingénieur en aéronautique. J'ai une conviction dans le Bitcoin, comme tu as une conviction dans l'usage de l'aluminium pour construire un avion. Si tu utilises de l'acier, l'avion ne volera pas. Donc le Bitcoin fonctionne pour une entreprise cotée parce qu'il est plus performant que le S&P. Et il est plus volatile que le S&P, et c'est une commodité. Et donc, tu peux aller jusqu'à un levier de 100%. Et tous les modèles mathématiques que tu peux imaginer indiquent que la bonne réponse est 100% Bitcoin. Si tu diversifies, tout ce que tu fais, c'est saigner, diluer la volatilité, ce qui dévalue les options. Quand tu passes de 100 volts à 40 volts, ton marché d'options passe de 100 milliards à 1 milliard. Donc tu vas détruire ton propre marché d'options. Et si tu dilues le Bitcoin avec quoi que ce soit d'autre, tu détruiras ta performance. Donc, à un premier niveau de lecture, ça n'a aucun sens parce que les options sont détruites et l'équité est détruite. La réponse de second ordre, c'est que tu ne peux pas construire une obligation convertible adossée au Bitcoin ou une action préférentielle convertible adossée au Bitcoin si tu n'es pas adossé au Bitcoin. Et donc, si Berkshire Hathaway, par exemple, achetait 100 milliards de dollars de Bitcoin demain, il pourrait te l'avoir plus de Bitcoin que nous, mais il ne pourrait pas émettre des instruments d'équité ou de crédit ayant la performance du Bitcoin parce qu'il serait diversifié. Et donc, au final, il est logique pour nous d'être à 100% en Bitcoin, car cela te donne le meilleur résultat à première vue. Et ensuite, tous les titres que nous construisons héritent de la volatilité et de la performance du Bitcoin. Et en essence, on serait en train de détruire, on serait en train de handicaper nos propres titres et de handicaper notre propre performance en diversifiant. Donc comme vous avez pu voir, une réponse extrêmement intéressante. Son positionnement est clairement orienté sur la stratégie qu'il met en place avec sa société, qui a donc pour objectif de créer des produits reliés au Bitcoin. Et donc forcément, il se doit d'être collatéralisé par le nombre de Bitcoin qu'il émet dans ses produits. Maintenant, soyons un petit peu lucides, est-ce qu'un investisseur particulier se doit d'adopter cette même philosophie alors qu'il n'a clairement pas la même position et les mêmes ambitions et objectifs que Saylor? Pas forcément, la réponse est bien plus nuancée, ça dépend évidemment de l'appétence au risque de chacun. En revanche, la leçon claire à retenir de ce passage à mes yeux, c'est évidemment le fait que ce sont les convictions qui payent le plus. Lorsque Bitcoin était à 15 000 et que sa moyenne d'achat était proche des 30 000 $,
je peux vous dire que c'était clairement la risée de toute la finance. Et malgré ça, il a clairement continué d'y croire, continué d'investir l'argent, et quelques mois après, il est clairement considéré comme l'un des génies de cet écosystème. Ainsi, pour les altcoins, je le vois de la même manière. Ce sont les convictions qui vont apporter le plus de bénéfices dans les prochaines semaines et prochains mois. Et comme Saylor, pas besoin d'être diversifié sur des dizaines et des dizaines d'actifs, parce que les convictions sur quelques projets solides et sérieux auront naturellement plus de probabilité d'avoir de meilleurs résultats sur les prochains mois, prochaines années. Maintenant qu'on a vu l'explication de Saylor sur pourquoi 100% Bitcoin, je voulais vraiment vous passer ce second passage qui nous parle un petit peu des mèmes de Saylor, comment il a fait pour devenir cette figure de proue de l'écosystème crypto et comment cette nouvelle stratégie a permis l'essor d'un des narratifs les plus explosifs de ce cycle, celui des meme coins. Je pense qu'on vit dans un monde d'abondance. Il y a plus de messages et plus de divertissement. Tu peux t'asseoir et regarder des vidéos d'échecs de Magnus Carlsen. Et tu peux presque regarder un nombre infini de commentateurs commenter la même partie d'échecs de Magnus Carlsen. Si tu veux descendre dans ce terrier, il y a un infini de tout. Divertissement infini, messages infinis, actualité infinie, et tout le monde est submergé et bombardé. Donc c'est important, si tu as un message, que tu le condenses dans quelque chose de très efficace. Les gens n'ont pas le temps de lire 30 pages. Ils n'ont pas le temps de lire 2 pages. Ils n'ont probablement pas le temps de lire 2 paragraphes. Si j'écrivais un livre sur pourquoi le Bitcoin est l'actif d'investissement supérieur, 0,1% des gens liraient le livre en une décennie. Mais si je dis simplement « il n'y a pas de second meilleur » et si je peux faire en sorte qu'un enfant de 3 ans avec une barbe générée par IA dise « il n'y a pas de second meilleur », alors Baby Saylor peut faire passer le message 1 million de fois plus efficacement. Alors ce passage est bien plus profond et technique qu'il en paraît à première vue. Ici, Saylor ne parle pas seulement de marketing, il parle vraiment d'idéologie et de propagande. Dans cet écosystème qui est saturé de bruit et de nouveaux projets en permanence, une idée ne survit que lorsqu'elle est mémorable, et quoi de plus mémorable qu'un mème. L'exemple parfait est donc sa phrase « There is no second best », une phrase de propagande qui annule complètement le débat. Maintenant, si on fait le lien avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, quel est le rapport avec les mèmes qui explosent, le Dogecoin, le PP qui ont fait des performances tout simplement folles depuis leur création? Parce que comme il explique très bien dans ce passage, les gens ne veulent pas se compliquer la vie. Ils aiment la distraction, pas un white paper compliqué avec 90 pages. Ils veulent des blagues, des mèmes, un symbole, une identité, une blague portée à plusieurs milliards de capitalisation. Et évidemment, même si ces projets n'ont pas le même fond que Bitcoin, ils utilisent exactement la même arme que Saylor, la viralité culturelle. Donc lorsque j'investis sur un altcoin à présent, je me demande donc s'il a une image assez forte pour rester en tête et se démarquer des autres projets. Parce qu'en crypto et en particulier sur ce cycle, le narratif et la spéculation sont parfois plus forts que la technologie. Et Saylor ne manque pas de nous le rappeler dans ce passage. Bon, c'est bien beau ce passage presque philosophique, le présentateur va donc recentrer le débat sur une question encore plus profonde. Est-ce que Bitcoin peut devenir un standard monétaire comme l'a été l'or autrefois? Et la réponse de Saylor à ce sujet est extrêmement pertinente et intéressante. Mais juste avant de passer à la réponse de Saylor, si ce nouveau concept de vidéo te plaît, n'hésite vraiment pas à me le faire savoir en mettant un tout petit pouce bleu gratuit sous la vidéo. Et si ça plaît, évidemment, je pourrais faire d'autres épisodes sur les convictions des leaders de l'écosystème. Merci beaucoup, on rend l'antenne à Saylor pour sa réponse. D'accord. Quand les Rothschild réglaient une transaction d'obligations aux porteurs en espèces au 19e siècle, cela signifiait c'est qu'ils échangeaient les obligations contre de l'or. Donc, cash signifiait or. Cela voulait dire de la monnaie métallique, soit sous forme de lingots, soit sous forme de pièces. Mais même à cette époque, l'or était trop lent et trop encombrant pour régler très fréquemment. Et donc, il y avait une monnaie fiduciaire. Ces obligations circulaient au-dessus du système de règlement en espèces, sous l'étalon or tout au long du siècle. Je pense que c'est important parce que si tu regardes le Bitcoin aujourd'hui, le Bitcoin, c'est de l'or numérique, c'est de la monnaie numérique. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un instrument au porteur, un instrument monétaire. Ce que je pense qu'il va se passer, je pense que ça va continuer à croître de 1000 milliards à 10 000 milliards, puis à 100 000 milliards. Et je pense que les autres formes de monnaie, les monnaies fiat, vont continuer d'exister. Tu vas avoir de la dette souveraine, de la dette d'entreprise, de la dette municipale. Tant que tu auras des pays, ils émettront de la dette. Tant que tu auras des entreprises, elles émettront de la dette. Tu auras toutes ces formes de crédit. Et quand les gens régleront en espèces, le réseau de règlement sera Bitcoin. Est-ce que le monde était construit sur un étalon or au 19e siècle? Oui, l'or. Mais qu'est-ce qui circulait? La dette souveraine. Est-ce que le monde sera basé sur un étalon Bitcoin? Oui.
Et qu'est-ce qui circulera? Toutes les formes de crédit provenant de toutes les contreparties solvables. Et au-dessus de ça, des couches d'equity, des sociétés cotées, du private equity et toutes sortes d'autres objets de collection. Je ne vois pas un monde où cela disparaît. Je ne vois pas un monde où cela doit disparaître. Je vois juste un monde où il y a de nombreux types d'actifs, mais l'actif roi, l'actif racine, celui sur lequel tout le reste est réglé ou autour duquel tout le reste est structuré. Le centre de gravité de l'univers financier du 21e siècle en émergence, c'est Bitcoin. Comme ce qui tombe vers le centre de gravité qui est le centre de la Terre. Et aucun d'entre vous n'y était jamais allé. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas lui qui contrôle tout. C'est juste que c'est la référence. Alors là, on est clairement sur un passage clé de l'interview. Saylor n'annonce pas seulement que le Bitcoin va pump selon lui, même s'il annonce certaines prévisions à plusieurs trilliards de dollars, il explique que Bitcoin devrait devenir la référence monétaire universelle, comme l'était l'or auparavant. Et quand on regarde l'évolution qui est en train de prendre le cours actuel du marché, ce n'est clairement pas si absurde. BlackRock, Fidelity, les États sont en train d'en accumuler et tous sont en train de chercher cette fameuse base de confiance neutre. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les altcoins sont morts? Clairement pas, ça veut simplement dire que les altcoins ne seront viables que s'ils arrivent à subsister en apportant des solutions que Bitcoin n'apporte pas. On est clairement sur la même philosophie qu'Internet à ses débuts, tout gravite autour d'un même protocole de base et le reste peut soit s'adapter, soit mourir. Bon, jusqu'ici on était dans le monde tel qu'on le connaît actuellement, mais là le présentateur oriente le débat vers l'avenir et demande alors à Saylor qu'est-ce que l'essor de l'intelligence artificielle peut provoquer sur l'économie et par conséquence au Bitcoin et aux cryptos. Et pour ceux qui comme moi investissent beaucoup sur des cryptos d'intelligence artificielle à long terme, ce passage mérite clairement toute notre attention. Dans l'économie classique, on dit que l'économie est alimentée par la terre, le travail et le capital. L'IA, c'est de l'intelligence numérique. Bitcoin, c'est du capital numérique. Les conséquences de l'IA, c'est qu'elle va faire le travail d'1 milliard de personnes, puis de 10 milliards, puis de 100 milliards, puis d'1 trillion de personnes. Ensuite, cette IA ira dans les robots, et les robots feront le travail manuel d'1 milliard de personnes, puis 10, puis 100 milliards. Ensuite, ça ira dans les voitures, les appareils électroménagers, dans tout. On va numériser le travail, la demande pour le travail tel qu'on le connaît va chuter. Les robots n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. Les IA n'ont besoin d'aucun espace. Donc, la demande de terre comme facteur économique va chuter par un facteur 10. La demande de travail comme facteur économique va chuter par un facteur 100. Il reste quoi? Le capital. Le capital va exploser. Tu vas avoir des entreprises de plusieurs trillions de dollars avec 1 million de robots construisant 1 million de robots opérés par 22 employés. Pas besoin de terre, pas besoin de main-d'œuvre, juste de l'argent. Où ira ce capital? Il ira dans le Bitcoin. Si tu crées une richesse extrême, il y aura 2 types de personnes. Ceux qui auront acheté du Bitcoin et qui seront riches en privé. Et ceux qui recevront des redistributions par le système politique. Il n'y aura pas de manque de choses. Il y aura une infinité de choses. Ce sera redistribué par un processus politico-économique qui sera intéressant. L'intelligence artificielle va créer un capital massif. Et le capital que tu voudras posséder, c'est du capital numérique, parce que c'est le meilleur, le plus utile. Quand une IA pense 1 million de fois par seconde et qu'elle trade avec une autre IA 1 million de fois par seconde, elles vont utiliser du Bitcoin. Elles vont échanger du capital numérique, à une vitesse 1 milliard de fois plus rapide. Elles n'échangeront certainement pas des immeubles, elles n'échangeront pas des lingots d'or. Elles ne feront certainement pas confiance à la dette souveraine de quelqu'un d'autre, elles n'utiliseront pas de cash. Elles vont utiliser du capital numérique pur dans le cyberespace. Donc, tout ça est ultra bullish pour Bitcoin, et ça va faire grimper le prix du Bitcoin. Et si tu ne sais pas comment intégrer l'IA dans ton business, je te donne une réponse simple. Achète du Bitcoin, autant que tu peux, parce qu'on sait exactement où va aller tout l'argent. Tout le capital va finir dans le réseau Bitcoin. Et plus tout le reste grandit, plus le Bitcoin grandira. Tu peux juste y aller directement et attendre que le monde t'enrichisse. Bon, ce passage est probablement le plus visionnaire de toute l'interview. Il projette un monde où l'intelligence artificielle devient clairement acteur de l'économie, où les intelligences artificielles interagissent entre elles, et forcément les échanges réalisés entre IA ont peu de probabilité de s'effectuer en cash ou avec de l'or, mais une probabilité bien plus grande d'être effectuée en crypto, en Bitcoin. Et c'est pour cette raison qu'il faut surveiller dans l'écosystème crypto les projets qui se développent
en tant qu'infrastructure d'intelligence artificielle. Tout ce qui est stockage décentralisé, les data, les streaming, le rendering, parce que si l'IA devient l'utilisateur majeur du Web3, les altcoins qui lui fournissent des outils seront donc corrélés à l'émergence de l'intelligence artificielle et à son explosion. Avec les mêmes dont il a indirectement parlé lors du deuxième passage, ce narratif crypto-intelligence artificielle sera indispensable dans les prochains mois, prochaines années. Et c'est entre autres pour cela que mon portefeuille est principalement constitué de crypto dans ce secteur. D'ailleurs, je partage régulièrement et en temps réel mes plus grandes convictions crypto d'intelligence artificielle dans mon canal Telegram, 100% gratuit, que tu pourras trouver en premier lien en description. Bon, après avoir parlé du rôle de Bitcoin dans un monde d'émergence d'intelligence artificielle, le présentateur pose une question extrêmement simple mais essentielle. Est-ce que ce n'est pas risqué qu'un petit nombre d'acteurs comme BlackRock, MicroStrategy concentrent autant de Bitcoin? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre même de cette décentralisation? Et quel est son point de vue sur le sujet? Voilà la réponse de Michael Saylor. Tout le travail qu'on a fait pour atteindre 2,5% a généré environ 23 milliards de dollars de gains pour nous. 23 milliards. Mais ça a généré 2200 milliards de dollars de gains pour tout le reste du monde. Donc ce n'est pas comme si moi, j'avais pris tout l'argent. C'est quoi le ratio? Quelqu'un d'autre a pris 2000 milliards et nous, on a pris 20 milliards et on a cette toute petite part. Donc, quand Wall Street détient 5% du Bitcoin, ça veut dire que 95% des 2500 milliards ne sont pas à Wall Street. Et quand Wall Street détient 10% du Bitcoin, Bitcoin sera à 1 million la pièce. Et ça veut dire qu'il y aura environ 20 000 milliards de dollars en dehors de Wall Street. Partout ailleurs dans le monde, c'est impossible pour quiconque de prendre le contrôle de Bitcoin de manière hostile. Parce que plus tu achètes de manière agressive, plus tu donnes du pouvoir à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Donc voilà, réponse encore une fois extrêmement pertinente. Je tiens juste à rappeler que toutes les réponses de Michael Saylor dans cette interview sont faites spontanément, donc elles ne sont pas préparées, ce qui démontre à quel point il connaît son sujet. Mais ce qu'il explique ici, c'est qu'aucun système sont entièrement équilibrés, et ce qui est capital, le plus important, c'est que personne ne peut prendre possession du réseau, personne ne peut le bloquer. La concentration n'est pas un problème si la liquidité reste accessible, et si le réseau évidemment bénéficie à tout le monde. Et vous l'aurez compris, avec les caractéristiques de Bitcoin, on est exactement dans ce cas de figure. Et pour faire le parallèle une nouvelle fois avec les altcoins, cet aspect est capital. Si le pouvoir réside dans la main de quelques individus, le risque que le réseau soit corrompu est bien plus élevé. À l'inverse, les altcoins qui ont des réseaux extrêmement décentralisés, avec des gouvernances partagées, respectent donc cette philosophie clé de Bitcoin, ce qui est un point clairement capital pour leur développement. Voilà pour les moments clés de cette interview de Michael Saylor sur des sujets que très peu prennent le temps d'aborder en profondeur. Si tu as regardé jusqu'au bout et tu veux profiter de ce cycle, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Dis-moi aussi en commentaire qu'est-ce que tu penses de ce nouveau format. Est-ce que tu veux voir d'autres prises de parole de personnes influentes du Web3 et si oui, lesquelles? Et pour ceux qui veulent aller plus loin et avoir accès au portefeuille de certaines grosses personnes influentes pour savoir quelle crypto ils achètent et à quel moment, je vous invite à prendre un appel gratuit en description avec moi ou quelqu'un de l'équipe pour qu'on puisse concrètement vous présenter cette stratégie dans les détails et voir simplement si elle peut vous correspondre. Pour continuer sur la chaîne, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici. C'était Crypto Fuego. Merci pour votre attention. Ciao.